Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'établir les équations horaires d'une particule chargée qui se déplace dans un champ uniforme, dans un champ électrique uniforme et qui est lancée avec une vitesse initiale. Situation qu'on pourrait interpréter de la manière suivante. On prend deux armatures en regard, l'une chargée positivement, l'autre chargée négativement. C'est ainsi qu'est généré un champ électrique noté grand E uniforme. Je vous rappelle que ce champ électrique a pour direction donc une direction perpendiculaire aux armatures et diriger des charges positives à les charges négatives. Cette charge sera modélisée par son centre d'inertie, souvent assimilé à son centre de gravité, noté ici grand M. Cette charge a une masse petit m et a une charge Q minuscule qu'on va considérer ici positive. De plus, elle arrive dans ce champ électrique grand E avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'axe OX. Je me permets de rappeler qu'il y a aussi un champ de pesanteur dans lequel baigne cette particule, champ de pesanteur de coordonnées Gx qui vaut 0 et Gy qui vaut moins G. Quant au vecteur champ électrique, sa composante selon X est nulle, sa composante selon Y c'est moins E. Je vous renvoie directement à la vidéo sur projection de vecteurs. Vous éclairez votre vecteur un coup par le haut, un coup par la droite et vous commentez. Vous exploitez les ombres portées sur les axes OX, OY. Tout de suite, également, j'en profite pour vous redonner l'expression, les coordonnées, les composantes du vecteur V0. Je vous rappelle que le vecteur V0, c'est rien d'autre que le vecteur vitesse à t égale 0. Donc logiquement, ces composantes, on aurait Vx à t égale 0, qu'on note V0x pour alléger l'écriture. Et de manière similaire, on a V0Y. Donc, je vous renvoie à une vidéo intitulée « Établir les équations horaires d'un objet lancé dans un champ de pesanteur uniforme, donc lancé avec une vitesse initiale. » Et on avait démontré qu'on avait V0x qui est égal à V0 cosinus alpha et V0y qui vaut V0 fois sinus alpha. Donc en toute rigueur, c'est pas la vôtre, mais bon, la charge étudiée est soumise d'une part au poids, donc ça je pense que pour les composantes c'est bon, vous maîtrisez. Et puis il y a une deuxième force qui est une force électrique, car effectivement la charge baigne dans un champ électrique. Cette formule est à apprendre par cœur. D'accord, donc ici on a bien un E vecteur, je vais le réécrire, et finalement ça veut dire que la force électrique et le champ électrique ont même direction et même sens si Q est positif, ce qui est le cas pour nous ici. Ça veut dire que la force électrique a une composante selon X qui vaut Q fois EX, or EX est nul, donc Fx vaut 0, et une composante selon Y, donc comme EY vaut moins E, ça veut dire que cette force vaut moins QE. Donc on peut dire que la force électrique dans le cas qui nous intéresse ici, hop, a pour composante 0 et moins QE. Autrement dit, alors je spoil un petit peu l'information suivante disant que le moment de la charge sera parabolique. Il me semble qu'on avait choisi la couleur rouge pour les vecteurs, donc hop. La force électrique et le vecteur E ont même direction et même sens parce que charge positive. Et on voit bien avec ici cette composante négative, c'est bien un vecteur F qui va dans le sens contraire du sens de l'axe OY. Alors, qu'en est-il des deux forces? Est-ce que les deux forces s'appliquent? Oui, sauf qu'il y en a une dont une a une action négligeable par rapport à l'autre. En l'occurrence, c'est l'action de la Terre exercée sur la charge est négligeable par rapport à l'action ici générée par le champ électrique. Donc ici, la force électrique sera bien plus grande en termes de valeur que le poids. Autrement dit, le poids sera une force négligée par rapport à la force électrique. Ne pas oublier que ça n'a pas de sens de dire que c'est négligeable, il faut toujours dire par rapport à quoi. D'accord ? Alors on a tout le décor pour pouvoir établir l'équation horaire de la particule, de la charge M qui se déplace, autrement dit toutes les données nécessaires pour pouvoir dire que vaut Y au cours du temps et que vaut X au cours du temps. Si vous trouvez ces expressions, c'est très bien. Pareil, si vous poussez même l'effort jusqu'à établir l'équation de la trajectoire et vous trouvez celle qui est indiquée ici, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de passer à la suite. Si ce n'est pas le cas, eh bien lançons-nous ensemble, telle une équipe, telle une famille, telle une team, dans l'établissement de cette équation horaire. Donc on reprend notre canevas classique, le référentiel
terrestre supposé galiléen terrestre, car tout se passe à proximité de la Terre. La charge donc, sera modélisée par son centre d'inertie, notez petit m. Donc notez que je n'ai pas mis ici le champ de pesanteur petit g, puisqu'on l'a sous-entendu précédemment. Le poids aura une action négligeable par rapport à la force électrique. Donc, je ne vais pas en tenir compte. Donc, initialement, la particule, ici, dans cette situation, à t égale 0, elle se trouve confondue avec l'origine. Quant à la vitesse, je ne reviens pas là-dessus, hein, j'insiste bien. Vous devez être capable d'établir les coordonnées de ce vecteur vitesse dans ce type de configuration, d'un vecteur vitesse qui fait un angle non nul avec l'axe l'axe OX. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié de mettre la valeur de cet angle, c'est alpha. Quant au bilan des forces, eh bien, il faut bien toutes les recenser. On a le poids et on a la force électrique. Et vous le mettez ici ou un peu plus loin, à vous de voir, hein, mais il faut bien sûr mentionner que cette force, elle est négligeable, sous-entendu par rapport à F. Donc ça, il faut bien le préciser, d'accord, hein, par rapport à F. Deuxième loi de Newton, elle nous dit quoi? Que la somme des forces est égale à la masse de la charge fois son accélération. Donc somme des forces, en toute rigueur, j'aurais écrire P vecteur plus force électrique vecteur égale la masse de la charge fois petit a. Donc si vous ne l'avez pas dit au moment des bilans des forces, c'est ici que vous pouvez dire que ça, P est négligeable par rapport à FE. Du coup, la ligne suivante, on peut le réécrire en le barrant. Autrement dit, la deuxième loi de Newton se résume à ceci, qu'on va projeter sur les axes OX et OY. Fx vaut 0, donc on a 0 égale m fois ax. Donc ax est une constante nulle. Et puis donc ici fy vaut moins qe égale m fois AY. Donc, si on divise tout par M, on a donc AY qui est aussi égal à une constante, mais qui est non nulle, qui vaut moins QE sur M. Je pense que la structure du résultat vous rappelle la structure de l'accélération d'une charge, pas d'une charge, d'un objet qui se déplace dans un champ de pesanteur uniforme. Qu'est-ce qu'on cherche cette fois? Eh bien, on cherche le vecteur vitesse tel que la dérivée de ce vecteur vitesse est égale à l'accélération. Ce vecteur vitesse a lui aussi a priori deux composantes, une selon x, une selon y, avec la dérivée de Vx par rapport au temps qui vaut l'accélération qui vaut 0. Donc la dérivée de quelque chose qui est nul, eh bien, c'est que quelque chose est une constante. Donc Vx de t est égal à une constante que je vais appeler K1, constante indépendante du temps. Comment on fait pour la déterminer? Eh bien, avec les conditions initiales. Donc à t égale 0, on a Vx à t égale 0 égale K1. Ça, c'est cette équation qu'on est en train d'établir qui me le dit. Et simultanément, Vx à t égale 0 égale V0 fois cosinus alpha. En effet, cette expression, c'est celle-ci, hein, c'est la condition initiale du vecteur vitesse. Le seul moyen pour que ces deux égalités soient cohérentes, il faut que K1 soit égal à V0 cos alpha. Donc autrement dit, Vx égale V0 fois cosinus alpha, et ça, c'est une constante. Appliquons un raisonnement similaire cette fois avec Vy, donc là j'efface parce que j'ai pas la place, hein, mais vous faites bien à la suite. La dérivée de Vy sur dt égale AY, c'est-à-dire égale moins QE sur M. Ça c'est une constante, donc ça veut dire que Vy au cours du temps, c'est moins QE sur M fois T plus une constante, que je vais appeler K2, constante indépendante du temps. Si vous dérivez cette expression par rapport au temps, vous retombez bien là-dessus. La constante, la taille d'une constante indépendante du temps, elle vaut 0. Donc comment on fait pour trouver la valeur de la constante? Une fois de plus, on considère la condition initiale, donc à t égale 0, qu'a-t-on? Eh bien on a Vy
à t égale 0 égale moins QE sur M fois, je remplace t par 0, 0 plus K2, 0 plus K2, ça nous fait donc K2, et simultanément, on sait qu'à t égale 0, la vitesse selon Y vaut V0 sinus alpha. Alors, comment sait-on tout ça? Eh bien, ça, c'est grâce à la condition initiale sur la vitesse, et cette expression, c'est une exploitation de l'expression que nous sommes en train d'établir. Le seul moyen pour que nous ayons ces deux expressions identiques, eh bien, c'est que K2 est égal à V0 sinus alpha. Donc, K2 vaut V0 sinus alpha. Donc, on peut effacer tout cela pour faire un peu de place. Et on a donc la vitesse, donc Vy, qui vaut moins, attention au signe, QE sur M fois T plus V0 fois sinus alpha. Très bien, on va maintenant passer à la dernière étape qui va consister à exprimer cette fois le vecteur déplacement. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc une fois de plus, qu'a-t-on? Eh bien, on a que le vecteur, on cherche le vecteur déplacement OM de t tel que le vecteur vitesse correspond bien à la dérivée de ce vecteur déplacement. Donc OM à coordonnées composantes selon X et Y. Alors je vais peut-être un peu effacer là parce que je n'aurai peut-être pas la place de tout écrire. Alors, c'est le même raisonnement en fait, d'accord, c'est le même raisonnement, et il suffit encore de faire un peu de mathématiques. Donc c'est parti. Donc OM pour ce qui est de x, eh bien la dérivée de x est égale à Vx. Que vaut Vx? On l'a ici, ça vaut V0 sinus n'importe quoi, cosinus alpha, c'est une constante. Donc ça veut dire que x de t vaut V0 fois cosinus alpha, donc ça c'est une constante, fois t, mais plus une constante indépendante du temps. En effet, la dérivée d'une constante indépendante du temps, ça vaut 0. Donc à t égale 0, on a x de t égale 0 égale, donc ce terme-là est nul, parce que quelque chose fois 0, ça fait 0, égale donc K3, et simultanément, on sait que ça vaut 0 aussi. Ça, on le sait grâce à cette condition initiale. Moralité, K3 vaut 0. Donc ça, on peut le simplifier. Donc ça nous fait V0 fois cosinus alpha fois t. Maintenant, pour ce qui est de y, eh bien, on sait que la dérivée de y par rapport au temps égale moins QE sur M fois t plus V0 sinus alpha. Eh bien, ça veut dire que y de t égale moins QE sur M fois 1/2 fois t carré fois V0 sinus alpha fois t plus une constante K4. Si vous dérivez, vous retombez bien là-dessus. Comment fait-on pour trouver K4? Eh bien, une fois de plus, on se place à t égale 0. Donc, y de t égale 0 égale, eh bien, ce terme-là sera nul, puisque quelque chose fois 0 carré, ça fait 0. Quelque chose fois 0, ça fait 0. Donc, on n'a plus que K4. Et en même temps, y à t égale 0 égale 0. Ça, on le sait grâce à cette condition initiale. Moralité, K4 vaut 0. Donc, on a y de t égale moins 1/2 de QE sur M fois t carré plus V0 sinus alpha fois t. Voilà pour la dernière équation horaire. Alors, si on souhaite établir l'équation de la trajectoire, eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'exprimer t en fonction de x, c'est-à-dire t égale x sur V0 fois cosinus alpha, et vous remplacez t, il me manque un t ici d'ailleurs, excusez-moi, non c'est un t, c'est juste que c'était mal écrit, et vous remplacez ici t par l'expression, à savoir donc x sur V0 cos alpha, et vous êtes censé retrouver cette équation de la trajectoire. Voilà, à bientôt.